Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Élie Le Courrieux, le maire du Mont-d'Or qui a décidé de démissionner de son mandat. Élie Le Courrieux, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à notre invitation une semaine après avoir annoncé cette décision. C'était le 8 mai. Alors vous en êtes déjà expliqué, bien sûr, mais on a envie de savoir comment est venue cette décision, comment elle a été prise. Vous l'avez longuement réfléchi, longuement médité, ou vous avez pris cette décision sur un coup de tête? Ah non, non, je prends jamais de décision sur un coup de tête. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai une santé précaire, je l'avais déjà signalé, et c'est vrai que l'année dernière, les choses se sont un peu accélérées. En même temps, j'ai perdu beaucoup d'amis proches et précieux. Et c'est vrai qu'a commencé à germer cette idée de ne plus être à 100% de mes capacités. Vous savez que je suis un homme pressé, je suis un homme qui a toujours mille idées dans la tête et qui voit toujours ce qu'on doit faire demain, et c'est tout le temps comme ça. Et je me suis tellement senti diminué, particulièrement ces derniers mois, que j'ai envisagé ce départ. Et voilà, la décision a été prise en commun d'ailleurs, il y a quelques mois, et il a fallu la mettre en œuvre. J'ai toutefois décidé, parce que je souhaitais que ça soit annoncé le 8 mai, d'abord parce que le 8 mai, c'est une Date symbolique. date symbolique, m'incliner devant le drapeau, devant le monument aux morts, pour remercier les anciens, tous ceux qui sont partis déjà avant nous, qui avaient tracé le chemin, et puis pour honorer la République, parce que en Nouvelle-Calédonie, c'est notre support, hier et aujourd'hui, d'un avenir partagé et d'un avenir de réussite. Alors, vous avez évoqué des raisons personnelles, une fatigue, des raisons de santé. Certains disent que c'est aussi en raison de la situation particulière de la commune du Mont-d'Or. C'est vrai, c'est lié, vous ne vous sentez plus à même de faire face aux problèmes considérables que rencontre cette commune? Ouais, je pense qu'il y a quand même un peu de ça, même si je veux pas l'avouer, je suis un homme combatif, mais Mais c'est vrai que 6 années de mandat, avec toutes les galères qu'on a eues, le Covid, les référendums, la crise économique, la crise sociale, l'USUP, la crise météorologique, enfin, je crois qu'on a tout eu dans ce mandat. Donc je pense quand même que ça a été un peu usant. Et c'est vrai que le fait d'avoir ravagé notre pays, ces émeutes, je me disais, moi j'ai 63 ans cette année, on a participé dans les années 80 à la reconstruction du pays. On a participé à la reconstruction avec les provinces qui arrivaient. On a participé, nous, à notre manière, à l'émancipation déjà de notre pays, de la, la Calédonie moderne. Et je me disais, oh là là, il faut encore recommencer, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, écoutez, peut-être place à quelqu'un de nouveau, peut-être place à quelqu'un de plus jeune ou de plus compétent, ou qui a surtout les capacités de se donner un fond. Les maires, vous savez, et les adjoints et les conseillers municipaux, sont des gens qui sont toujours sur le qui-vive, du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Et je vous assure que ça demande une énergie. Moi, j'ai la chance d'avoir la foi, donc j'ai toujours le sentiment que de toute façon, je m'en sortirai. Mon combat contre la maladie devient handicapant pour moi. Et je pense que je dois garder une partie de cette énergie pour moi, pour me soigner, et puis pour partager des instants précieux avec mes proches. Depuis que vous avez pris cette décision, depuis que vous l'avez annoncée, vous avez eu un certain nombre de réactions, on imagine, de vos proches, de vos administrés. Dans l'ensemble, c'est quoi? Ils comprennent votre décision ou certains la désapprouvent et vous disent, ah bah non, t'aurais dû rester encore un peu, t'aurais dû finir le mandat? Écoutez, j'ai eu des messages que j'aurais jamais cru avoir. Des messages de sympathie de tous bords politiques, voilà, de toute personne, vieux, jeune, partout où je passe. C'est sûr que c'est de la tristesse, parce que moi j'ai toujours eu des relations très étroites avec les uns les autres. C'est un peu le cœur de mon mandat. Moi, c'est ce que je voulais, c'était ramener à la Calédonie, au Mont d'Or, ramener de l'humain,
Effectivement, je le retrouve dans les messages. Alors, ça a été compliqué au conseil municipal, enfin, parce que les élus, je crois qu'on a, au bout de 6 ans de maire, je crois qu'ils commencent à apprécier ma méthode, alors que je suis, vous savez comment je suis, hein, je suis un dur, je suis un gueulard, je suis tout ce qu'on veut d'ailleurs, mais je parle mal. Mais c'est vrai qu'il y a du cœur et je crois que les gens, au bout de tout ça, ils retiennent ça. Alors, je les rassure parce qu'il y aura encore du cœur dans ce qui va arriver derrière. On parlera tout à l'heure de la suite, tout ce qu'on peut envisager, mais un petit retour vers le passé quand même. Vous êtes maire depuis 2019, mais en fait, votre histoire avec le Mont d'Or, ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça. Ah ouais, je suis rentré comme policier municipal les années 80. D'ailleurs, je n'étais pas du tout destiné à être policier. Vous savez, moi, j'obéis pas. Donc, la rigueur de la police ne m'intéressait pas. Et pourtant, j'arrive à la mairie du Mont d'Or pour récupérer un dossier d'inscription. Et là, je tombe sur Victorin Boeva, maire à cette époque. Et vraiment, la personne, enfin, c'est quelque chose me tombe dessus. Et finalement, je finis par faire ce concours. Je fais à la police que où je pensais aller juste pour l'argent, parce qu'on était dans une période des événements, donc on n'avait pas de travail nulle part. Je vous rappelle, moi je touchais 20 000 francs, j'étais un plan, à l'époque c'était un plan territorial. La police c'était 80 000 francs, donc vous voyez tout de suite les évolutions. Mais je suis tombé dedans et à partir de là, voilà, j'ai aimé le métier, j'ai aimé la rigueur, j'ai aimé les hommes, j'ai aimé voilà, les Mandoriens, les gens, l'extrême gentillesse des gens. Derrière leurs difficultés, vous voyez toujours qu'il y a beaucoup de... Et donc voilà, je fais ça. Je reviens à mes amours d'urbanisme 10 ans après. Je suis chef du service de l'urbanisme. Le maire à l'époque, c'était Pierre Frogier. Après 7 ans d'urbanisme à construire, hein, c'était l'arrivée des grands lotissements, etc., etc. Je pars au gouvernement. Pierre Frogier est élu en 2001 président, enfin est nommé. Et je reste à son cabinet. Je fais le cabinet du Congrès 4 ans après. Après, je suis au directeur adjoint de cabinet à la province, etc., etc. Et en 2008, Éric Gay me demande d'aller justement être responsable de l'urbanisme dans son conseil municipal. Et voilà, les choses... Moi, j'ai une chance assez incroyable, c'est que j'ai jamais trop cherché à faire carrière. J'ai toujours avancé. Et voilà, les chemins se sont ouverts pour arriver un jour maire, quoi. Mais je vous assure que c'était pas du Il tout... n'y avait pas de plan de carrière. Non, pas d'évidence. Voilà. Alors bon, un bilan, c'est toujours compliqué, puis c'est forcément, on n'a pas le temps, et puis ça peut pas être complet. Mais quand même, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier à la tête de la mairie du Mont d'Or? Des réalisations ou de la manière dont ça s'est passé avec vos conseillers, avec vos administrés? Quand on est arrivé, il y avait déjà beaucoup d'infrastructures qui avaient été mises en place, hein, au Mont d'Or. Depuis plusieurs années, la politique avait consisté à aménager. Bon, à part de l'assainissement qui prendra plusieurs dizaines d'années, ça a été surtout de garder ce lien avec la population. Surtout que nous, on a un problème crucial, j'allais dire, aux particuliers à l'époque, qui a commencé depuis 40 ans, c'était Saint-Louis, mais qui a coupé cette commune en deux. Donc on a toujours cherché, que ce soit les précédents maires ou moi, ça a toujours cherché à avoir une population indivisible sur le Mont d'Or. C'était les Mandoriens, voilà, qu'ils soient du sud ou du nord. Alors c'est sûr que les derniers événements ont marqué énormément les Mandoriens du sud, mais il a fallu derrière, c'est 12 000 personnes. Donc il a fallu continuer des actions sur le sud, il a fallu leur faire croire que le sud existait encore, il a fallu leur faire comprendre que personne n'était indifférent à ce qu'ils vivaient. Et à chaque fois, ça a été une énergie énorme à mettre en place des services. Je vous rappelle juste que quand je suis arrivé maire, le budget du Mont d'Or était d'environ 7 milliards. Aujourd'hui, le budget est de 5 milliards. Donc il a fallu faire en même temps beaucoup de choses avec beaucoup moins d'argent. Donc je me suis vite rendu compte qu'il fallait améliorer encore les services, qu'il fallait améliorer les techniques, qu'il fallait être de plus en plus réactif, qu'il fallait être de plus en plus proche des gens. Et c'est ce en quoi je suis le plus fier. Et à l'inverse, vous avez des regrets, des choses que vous auriez voulu faire, que vous n'avez pas eu le temps ou pas les moyens de faire étant donné les circonstances? Oh ben moi, j'ai un regret, j'allais dire, personnel, c'est de ne pas avoir pu rencontrer à Paris le président de la République.
voilà, c'est quelqu'un quand même sur le territoire qu'on a rencontré et moi qui m'a intéressé. Et c'est vrai que j'aurais voulu lui faire toucher du doigt, le faire sensibiliser à cette route qu'on attend, que ce soit les Mandoriens du Sud, hein, qu'on attend entre Boulari et le Mandor Sud, mais aussi c'est une route de développement. On a un énorme potentiel. Quand on arrive à Ploum, sur la partie urbanisée, on est à un tiers de la commune du Mandor. Le Grand Sud est truffé de potentialités en termes d'environnement, en termes de tourisme, en termes de loisirs, en termes, bien sûr, ce qu'on oublie beaucoup, c'est un territoire minier extraordinaire. Donc j'aurais voulu que le président touche du doigt cette réalité. J'aurais voulu en tous les cas lui faire comprendre aussi ce qu'on a vécu. Une commune coupée en deux de nuit pendant 8 mois. Enfin, j'allais dire qu'il n'y a que chez nous qu'on voit ça, quoi. C'est incroyable. Et là, vous avez souvent le sentiment, à part de temps en temps une tape sur l'épaule pour dire bon courage, Eddy, j'ai l'impression que là, on est très souvent seul. Justement, quelle est la situation aujourd'hui? Cette commune coupée en deux, on en a parlé, c'est vrai, beaucoup, même si personne n'a été capable vraiment d'apporter des solutions. Le blocage de la RP1 a donc coupé la commune. Mais la situation aujourd'hui, c'est quoi? On a l'impression que c'est pas encore vraiment normalisé. C'est calmé parce qu'il y a des forces de l'ordre sur place, mais il n'y a toujours pas de solution. Voilà, ben, vous avez tout résumé. On travaille avec la province, hein, je remercie Sonia Baquès, mais on travaille sur un projet de marina sur le Vallon d'Or, projet d'1,5 milliard, 2 milliards, pour justement pouvoir faire l'accostage de grosses unités, mais en même temps de mettre en place une darse pour pouvoir protéger ces bateaux en tout temps. Donc pour avoir cette solution de repli, et puis surtout qui sera un pôle de développement, pôle de la mer sur la partie Vallon d'Or, Mandor Sud, et puis surtout Île au Bailly qui a un potentiel exceptionnel. Donc on travaille sur cette solution-là, mais sur la route, eh ben non, la route, on est là, ben c'est notre croix, mais elle commence à être bien lourde. Et là maintenant, depuis qu'il y a eu ce dispositif de ce verrou qui a été mis en place, et puis maintenant une possibilité de circuler tout de même sous la protection des forces de l'ordre, les choses vont mieux quand même. Vos administrés ont l'impression que d'un petit retour à la normale malgré tout, d'une réunification de la commune. Ouais, mais c'est pas vrai parce que aujourd'hui les gens, la plupart ne rentrent pas après la nuit. Même s'ils savent que c'est sécurisé, hein, je remercie les forces de l'ordre, Général Mathéos et surtout le haut-commissaire avec ses équipes. Donc tout est fait aujourd'hui et effectivement on a eu droit il y a 2 jours, un jour d'anniversaire des émeutes, à 2 jets de pierre. Voilà, bon, ça n'a pas été qu'à Saint-Louis, hein, il y en a eu un peu dans le Grand Nouméa. Mais c'est vrai que dès qu'on dit Saint-Louis, je pense que c'est un endroit qui a été, vous voyez, la preuve, j'en ai moi-même parlé comme un point extrêmement complexe, mais on en a parlé et reparlé. Quand il y a une bouteille qui tombe sur une voiture dans un autre coin de l'agglo, ça ne fait même pas l'effet divers. Nous, il y a une branche qui tombe à Saint-Louis, tout le monde est au courant, quoi. Donc c'est vrai que Il y a une polarisation voilà, sur les voilà. problèmes de la tribu. Et en même temps, donc le problème est réel parce que bloquer 8 mois, enfin, je veux dire, j'arrive même pas à en parler tant le problème est énorme et tant ça, à force d'en parler, ben, même l'État aujourd'hui ne cherche pas une solution pérenne. Voilà. Parce qu'il y a eu quand même un certain nombre d'actions qui ont été menées par vous-même, par vos prédécesseurs à la mairie du Mont-d'Or, pour essayer de normaliser les choses au sein de la tribu du Mont-d'Or. Vous avez aidé des associations, vous avez fait des investissements au sein même de la tribu. Pour l'instant, rien n'a vraiment eu d'impact effectif. Alors je peux pas dire, c'est pas vrai parce que il y a eu des impacts. Hein, Parce qu'on on veut la reprocher aussi. ah ben oui, les valises de billets que j'ai déposées à Ouamitan, je pense qu'on en parle encore. Hein. On a l'impression que le maire, il dépose de l'argent, c'est un pro-Canac, c'est un anti-ceci, anti-cela. Enfin non, c'est tellement incongru que j'ai même pas envie d'en rire parce que on va tout faire encore pour séparer la population. Voilà, à Saint-Louis, c'est un bastion pour la Calédonie entière. Voilà, on se sert de Saint-Louis, c'est devenu la zone pour attaquer quand on a besoin de faire bouger le cocotier, hein, disait Thibaou.
Donc c'est Saint-Louis. Voilà, tout le monde, toutes les infrastructures, les grosses infrastructures qu'on a proposées, elles n'ont pas eu lieu. On a toujours tout fait pour casser la dynamique d'aller développer Saint-Louis. Pourquoi? Parce qu'on veut que Saint-Louis, ça reste une espèce de bras armé du combat, de la lutte pour l'indépendance. Et vous avez vu, alors que les gens, ils sont, la plupart, ils ont envie de vivre dignement, ils ont envie de vivre. Voilà, on participe aux messes ensemble, on va aux enterrements, on va aux fêtes coutumières, etc. Les gens ont envie de vivre leur vie, mais derrière, il y a une espèce de mainmise par certains pour utiliser Saint-Louis. Voilà, les jeunes, principalement, juste pour vous dire, aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes de Saint-Louis, plus de 60 personnes qui sont incarcérées pour des peines longues. Mais vous imaginez, se sacrifier, on va faire sacrifier des familles ou des gamins pour des causes, mais ce n'est pas ceux qui secouent le cocotier qui vont en prison, hein, c'est les gamins. Moi, je suis consterné par ça. Et quand ils ressortent, malheureusement, parce que les conditions de détention sont telles, quand ils ressortent, c'est pire. Et si nous, la ville, on n'a pas des moyens aussi pour aller travailler avec les jeunes, avec les gamins, qui sont les fils de ces gens au camp S ou les filles, on a des opérations d'orchestre à l'école, de sculpture. Si nous, on ne fait pas ça, là, mais ça veut dire quoi? Saint-Louis, ça va être terminé. Et moi, en tous les cas, je ne me suis jamais résolu à admettre qu'on ne pouvait rien faire. Voilà. On a fait plus de 3000 personnes tous les ans à Bienvenue à Saint-Louis, les opérations sur le patrimoine, ça a marché. Non, ça a marché. On ne veut pas en parler parce que le moindre caillou sur une voiture, ça efface toute l'action de la ville ou de la province ou de la Nouvelle-Calédonie. Il faut poursuivre. Voilà. Il n'y a pas d'endroit qui justifie aujourd'hui que la collectivité arrête. Et j'en profite, Elisabeth Noir, pour vous dire que c'est installé au sein de mon conseil, où c'est installé dans les médias un discours, ils ont tout pété, ils n'ont qu'à crever. Voilà. Et je le dis crûment, mais je veux dire, ils ont tout pété, on ne sait pas c'est qui, et ils n'ont qu'à crever, on ne sait pas c'est qui. Voilà. Donc moi, je n'ai jamais été pour ces discours. Je trouve ça d'une banalité, d'une inutilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont cassé, eh ben, ils iront devant la justice, et il y a des gens comme tout le monde qui ont le droit de vivre. Voilà. Et moi, c'est cette doctrine-là que j'ai employée jusqu'à aujourd'hui. Il faut maintenir le lien. Voilà. Mais tout de même, au Mont-d'Or, au Mont-d'Or et notamment en raison de cette situation à Saint-Louis, il y a eu plusieurs morts depuis un an. Il y a eu l'incendie de l'église de Saint-Louis aussi qui a beaucoup marqué. Tout ça, ça laisse pas des traces quand on est maire de la commune? J'ai envie de dire oui et non. Moi, ça ne me laisse pas de traces. Moi, vous savez, j'ai toujours la tête tournée. Un maire, il a la tête tournée vers demain, lui. Donc, ce qu'on a brûlé hier, on a cassé hier, etc. Bah, écoutez, c'est comme ça. Comme disait un illustre homme politique calédonien, ben, tant pis. Voilà. Non, je ne vais pas plaisanter là-dessus, mais nous, on a la tête tournée vers demain. Donc, ben, ça a été cassé. Saint-Louis, ça se désosse, voilà, tout doucement, ça se vide. Là, il va y avoir un recensement. Voilà, je ne serais pas surpris de savoir qu'il y a encore un tiers de la population qui est partie. C'était 1800 personnes, Saint-Louis, il y a quelques années. Le dernier recensement, c'était 1200. Et là, je ne sais pas combien c'est. Mais en tous les cas, depuis que l'église a été détruite, eh ben, vous avez beaucoup de mamans qui allaient à l'église qui ont quitté le lieu, qui sont parties. Vous avez beaucoup de jeunes qui se marient, qui partent. Voilà, parce que quand vous avez sur votre carte d'identité Saint-Louis, il n'y a personne qui vous donne du travail. Ça, c'est la réalité, ça, et personne n'en parle. Donc moi, je n'ai pas la tête qui est tournée vers les échecs. J'ai plutôt la tête qui est tournée vers celles et ceux qui peuvent nous aider à rebondir. Je veux dire, si à un moment, chacun doit prendre ses responsabilités, si à un moment on décrète que cet axe il est dangereux, si à un moment on décrète que le Sud il ne pourra plus jamais se développer parce que les gens ne veulent pas aller. Moi, j'ai même du mal à recruter des agents parce que c'est l'autre côté de Saint-Louis. Vous vous rendez compte? Donc il y a bien un moment, ce n'est pas le maire qui doit en tirer les conséquences tout seul. Ce n'est pas en tapant sur l'épaule du maire en disant bon courage qu'on va régler le problème. Donc je veux dire, après, ben non, moi je n'ai pas le luxe, moi, de m'apitoyer, de pleurer, et puis de dire ah ben merde, l'église a brûlé. Ah ben non, c'est comme ça. Voilà. Moi,
au titre d'un catholique pratiquant, ça me heurte. Je veux dire, on brûle des églises, enfin, pas en France, mais enfin, il y a des choses qui se passent en France aujourd'hui qui sont pitoyables. Donc, je veux dire, c'est un moment, il n'y a pas un regain de républicain. Je veux dire, ce n'est pas le petit maire, même s'il est dans une commune de 28 000 habitants, même s'il est aidé aujourd'hui par l'État pour la reconstruction. Enfin, je veux dire, si on ne fait pas ce qu'il faut, demain, ça va à nouveau recasser. Donc, oui, il y a eu une escalade de la violence ces derniers temps. Ça a été, en 2020, ça a été l'usine du Sud, je vous rappelle, avec l'USUP, hein, où ça a été bloqué pendant plus d'un mois et demi, la route. Ça a été, je vous dis, en plus les catastrophes naturelles, la coulée qui est bien évidemment a vocation à déborder, donc ça a été le cas pendant 2 ans. On a eu notre commune coupée en deux, les dépressions, les tsunamis, etc. etc. Je veux dire ça, à la limite, on sait gérer, mais laisser la violence s'installer, on ne sait pas gérer. C'est-à-dire qu'il y a un degré de responsabilité aujourd'hui qui doit être pris. L'État prend pour assurer, j'allais dire, l'essentiel, mais je crois qu'il faut se projeter. Alors on se projette notamment avec des projets de, vous y faisiez allusion tout à l'heure, voie de contournement, viaduc. Quelle est la bonne solution? Est-ce qu'on la connaît aujourd'hui et est-ce qu'on a les moyens de la mettre en œuvre? Vous savez, moi j'avais dit au commissaire précédent qui voulait mettre une route avec de chaque côté des murs, etc. Enfin, moi j'avais dit au commissaire, écoutez, nous on n'est pas technicien, on n'est pas ingénieur, on n'est pas architecte, on n'est pas... et je crois que j'avais demandé, il y a des établissements en métropole qui sont aptes à aller chercher l'outil adéquat, l'outil approprié. Je crois qu'il y a des études qui continuent de bathymétrie, etc., à avoir lieu. Mais je veux dire, il ne faut pas qu'on le fasse juste pour assurer les lecteurs. Et puis, une fois qu'on a fini nos élections, c'est terminé. Et la route, elle partira encore. À un moment, j'ai vu qu'on était capable de mettre l'État 60 milliards pour faire une prison. Donc, je pense qu'on est capable de mettre entre 30 et 60 milliards pour faire une route de développement. Le Sud, c'est une richesse considérable. Voilà. Et je pense que cet argent, il va être vite remboursé. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens sortent de Nouméa, clignotant à gauche, on va à Tantouta. Nous, à droite, là, c'est le cul-de-sac. Je ne veux pas dire que tout le monde s'en fout, mais c'est valable pour aller faire un petit coup de ligne ou c'est valable pour aller faire un petit coup de VTT. Depuis que Saint-Louis est là, il n'y a plus personne qui passe. On a un gigantesque, un magnifique parc de la Rivière Bleue. On a des choses exceptionnelles. Si on ne règle pas ces problèmes d'insécurité, puis alors, ce qui est incroyable, c'est que ça existe qu'au Mont d'Or. Et puis, voilà. Donc, quand vous me dites au début, est-ce que ça ne joue pas sur votre état de santé, etc., en tous les cas, ça ne joue pas sur mon mental. Voilà. Après, certainement que les nerfs qui sont usés, qui sont abîmés chez moi, ça ne leur fait pas du bien. Voilà. Alors bon, on va parler des choses plus réjouissantes, entre guillemets. Vous en parliez là aussi avec l'USUP, mais il y a aussi un aspect plus positif. Vous êtes une commune minière, le Mont d'Or. On est une énorme commune minière. Ouais. Ça, on est où, l'usine du Sud? Bonne question. On espère la reprise quand même. Écoutez, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir les éléments. Je vous dis que je n'ai pas plus d'infos que ça. Je cherche souvent à en avoir. Je pense que cette reprise, elle n'est pas facile. Je sais que derrière, l'État met tout son poids. On a des gisements qui sont considérables, hein, gisements de Goro, on a les gisements de Prodi également qui sont en attente, hein, qui sont une réserve minière. On a une usine aujourd'hui qui a prouvé qu'elle sait fonctionner. Maintenant, je pense qu'il y a les conditions de sécurité, il y a les conditions de reprise, il y a, je pense que chacun cherche. Le marché du minerai en ce moment de nickel n'est pas le plus favorable. Donc, je pense que tout ça est dans la balance. Je pense qu'on attend que l'État mette encore la main à la poche. Je crois tout ça. Mais je vous avoue qu'à l'heure où on parle, j'ai pas d'éléments à vous donner. Mais c'est un atout pour la commune, indiscutablement, d'avoir cette usine et ces minerais. Bien sûr, c'est des centimes additionnels sur le foncier, c'est des centimes additionnels sur la patente. La preuve, l'usine a été arrêtée pendant près de 8 mois en 2024. Les centimes qu'on doit toucher donc en 2026, l'année prochaine, seront réduits de 3/4. Donc, c'est plusieurs centaines de millions. On va parler politique aussi un petit peu, Élie Le Corrieux. Avec plaisir. Parce que vous êtes maire, mais vous avez toujours été militant et élu du Rassemblement, avec une fidélité à votre parti d'origine qui est peut-être un
petit peu rare dans les carrières politiques. On a vu beaucoup de gens changer, aller à droite, à gauche. Pour vous, c'est important cette fidélité à votre parti d'origine, hein? Ben, ça fait partie de ma personnalité. Je suis fidèle à mon parti, je suis fidèle à mes amis, je suis fidèle à ma religion. Enfin, c'est mon ADN. Moi, je n'aurais pas pu fonctionner différemment. Après, vous savez, aujourd'hui, la vie politique, c'est compliqué. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque Pierre Frogier, hein, qui était maire, avec Victorin Boéva. J'en ai parlé. Il était quand même élu sur la liste aussi au Congrès à l'Assemblée territoriale. C'était un élu du RPCR. Donc moi, j'ai baigné dans le RPCR, mais j'ai surtout baigné dans ce nouveau parti qui était un parti d'aller vers l'autre, qui était un parti de développement, qui était un parti... Et j'ai connu, je vous en parlais, de cette richesse intellectuelle qui arrivait dans les années 90 avec la provincialisation. On a créé nos propres lois, on a créé... et ça, moi, j'ai baigné là-dedans. Et ça a été une période extraordinaire. Alors, pourquoi voulez-vous que je change aujourd'hui? J'ai eu après comme président Pierre Frogier, secrétaire général Éric Gay, on a eu des élus comme Alain Lazare, on a eu des secrétaires généraux ou des directeurs de cabinet comme Bernard Deladrière, que je salue, hein, à votre club politique. On a eu, moi j'ai connu Nénou, j'ai connu le vieux Ikewe, j'ai connu, voilà, tout. Puis encore, je pourrais en parler des heures. Et on a ça au fond de nous. Voilà, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Et aujourd'hui, c'est représenté par Alcide, c'est représenté la hargne par Virginie Ruffnac. Mais voilà, on se bat pour nos idées, mais qui sont quand même des idées progressistes, hein. On a accusé Pierre Frogier d'être indépendantiste à un moment, donc parce qu'il a mis le drapeau. Mais non, je crois qu'on n'est pas indépendantiste. On a toujours souhaité une solution dans la France. Voilà, on a toujours souhaité parce que c'est la France aujourd'hui qui réunit toutes ces communautés du Pacifique qui vivent là, les Wallisiens, ceux qui sont arrivés avec la mine, les Chinois, les Japonais, tous ceux qui sont là, je veux dire, c'est le pavillon bleu-blanc-rouge qui les maintient ici. Et moi, j'y crois. Voilà, comme je crois dans nos amis indépendantistes, voilà, je crois dans leurs valeurs humaines, je crois dans leurs valeurs culturelles. Moi, je crois dans la valeur du pardon, je crois dans les valeurs du Manou qui est posé par terre, mais pas avec une parole de mensonge, avec une parole de vieux, une parole vraie. Moi, je crois à tout ça. Et c'est vraiment... Il n'y a aucune raison que, justement, on ne trouve pas cet accord si on concilie tout ça. Mais pourtant, on n'en a pas trouvé, hein. Il y a une semaine également, on a fait le constat de l'absence d'accord après les discussions organisées par Manuel Valls. Ça vous a surpris? Vous pensiez que Ouais. les conditions étaient réunies? Selon vous, on aurait pu trouver quelque chose? Moi, je suis un optimiste prudent, comme disait Yves Magnier. Moi, bien sûr, j'y crois parce que, j'allais dire heureusement, malheureusement, mais on a toujours été forcé de trouver un accord. Donc, après s'être tapé sur la gueule 25 fois, nous, il faut qu'on souffre pour qu'au bout, on trouve la solution. Donc, ouais, moi, j'y croyais, d'autant plus qu'on avait salué la méthode Valls, qui était celle de venir plusieurs fois. Et puis, bon, j'étais un peu surpris du raccourci qui a été fait avec cette indépendance cette indépendance avec la France, hein, je le dis comme ça. J'étais un peu surpris parce que dans les discussions qu'on avait eues, ça transpirait pas, quoi. D'autant plus que remettre en question les 3 référendums, c'est anticonstitutionnel et c'est inique, hein, c'est renoncer à la parole qui avait été faite quand les acteurs politiques ont signé l'accord de Nouméa. Cet accord, il a bien été signé avec 2 entités, avec au bout des référendums. Voilà. Donc, c'était pas pour dire avec des bouts des référendums qu'on ne reconnaisse pas. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Vous croyez à un accord, vous nous le dites, mais vous sentez bien que les Calédoniens, et j'imagine Comandor peut-être encore plus, il y a une certaine inquiétude dans la population. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le maire, il doit avoir une surénergie, parce qu'à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, c'est la déception, la difficulté. Vous savez quand même beaucoup de familles qui ont perdu leur emploi, des gens qui n'ont pas à manger. Et si vous commencez à chialer en tant que maire, ben, vous n'allez pas aller loin. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile, mais moi, je suis persuadé, je crois, je dis aux gens, hein, d'abord parce que le monde aujourd'hui, il est en déstabilisation partout.
je veux dire, c'est pas mieux ailleurs. Voilà. Et les gens ont envie que ça s'arrête. Ça fait trop d'années qu'on vit. Je vous dis, je vous ai parlé des difficultés depuis 6 ans, mais il y en a eu avant. Et aujourd'hui, les gens, ils ont simplement envie de vivre leur vie. Voilà, ils ont envie de travailler, ils ont envie que leurs enfants réussissent, etc. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les enfants sont retournés vivre chez les parents. Ben, écoutez, on marche à l'envers, quoi. C'est pas la vie, ça. Mais vous, vous arrivez à porter cet optimisme et à leur dire que un accord est possible et qu'une solution va être trouvée. Oui. Voilà, oui. Oui, parce que je vous disais, c'est mon optimisme, mais oui, parce que j'y crois. Bien sûr, j'y crois, moi. Et parce que nous, on en a vu d'autres. On sait qu'après ces périodes compliquées, va arriver une période nouvelle. Voilà, il faut tenir et il faut surtout participer. Il ne faut pas juste dire je souffre. Il faut y aller, il faut continuer à s'engager, il faut sortir de cette morosité. Je veux dire, chacun aujourd'hui peut vivre en Calédonie. Voilà, on peut vivre. Et il faut sortir de tout ça. Moi, j'ai toujours dit, si vous avez des problèmes, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit la province, que ce soit les mairies, on peut aider, on peut donner un coup de main. Il n'y a pas en Calédonie de gens qui sont laissés totalement dans le désarroi. Voilà, on peut aider. Et donc, à partir de là, il y a encore une économie, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore des retombées, il y a encore tout ça. Et justement, à un moment, il faut taper le pied par terre pour remonter. Parce que si on se tient tous par le cou pour couler, on va couler. Mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va se relever. Alors, Édile Courrier, vous avez donc annoncé votre démission, mais vous avez un peu préparé votre succession quand même, hein. Vous souhaiteriez, enfin, a priori, c'est Elisabeth Rivière qui devrait vous succéder. Pourquoi elle? Comment ça s'est fait? Et elle, comment elle a réagi quand vous lui avez dit que vous la voyiez reprendre les rênes? Alors, je vais vous dire que moi, je serais resté mourir à la mairie s'il n'y avait personne pour prendre la suite. Voilà, je vous dis, je ne serais jamais parti. Mais si je pars, c'est que je sais que dans mon conseil, que ce soit des conseillers ou des adjoints, il y a des hommes. Le mien, comme celui des autres communes, hein, parce qu'on parle souvent des maires qui sont devant, mais ça ne peut pas tourner si vous n'avez pas l'équipe. Moi, dans mon équipe, j'ai plusieurs hommes et femmes qui peuvent faire le job. Et Elisabeth Rivière fait partie de ces hommes et femmes. Elle est disponible. Elle n'a pas dit oui tout de suite. Moi, j'ai parlé à plusieurs. Je n'ai pas parlé à Elisabeth en premier. Voilà, j'ai parlé devant tout le monde en parlant de mes choix. Et dedans, il y a des hommes et des femmes qui étaient libres. Il y a des hommes et des femmes qui ne voulaient pas, qui avaient peur. Et il y a des hommes et des femmes, en tous les cas pas beaucoup, mais qui souhaitaient y aller. Et Elisabeth a fait partie de cela. Et elle est présidente de la Chambre de métier. Moi, en tous les cas, je propose sa candidature, hein. L'élection aura lieu mercredi prochain. Bien évidemment, j'ai une majorité. Donc, je n'ai pas de doute sur son élection. J'aimerais que tous les conseillers municipaux de mon obédience, donc de ma liste, votent pour Elisabeth. Après, il peut y avoir à la marge des adjoints, des conseillers chagrins, pour X ou Y raison, qui ne votent pas son nom. Mais on n'en est pas là. On est dans quelqu'un qui partage les valeurs dont je venais de vous parler, qui est Elisabeth Rivière, c'est la fille d'Yves Dabin, qui est un monument aussi de la vie communale, hein, qui a été premier président qui a créé les piroguiers du Mont d'Or, qui avait le verbe haut, qui s'est opposé à Jacques, qui a été avec Jacques, je peux vous dire, hein, c'est pas des personnalités faciles à gérer, mais c'était ça le rassemblement. C'était tous ces gens qui étaient capables d'aller. Et Elisabeth a ce caractère, elle a ce tempérament. Alors, comme moi, il faut peut-être un peu freiner, hein. Moi, il m'a fallu un peu me freiner, mais en tous les cas, elle a l'ADN. C'est dans cette génération-là, elle a ce besoin de rapprochement, elle a ce besoin d'une population qui participe, etc., etc. Donc, bon, voilà, je pense que ce sera un très bon choix. Donc, je pars, mais vraiment le cœur léger, avec le sentiment, hein, du devoir accompli. Voilà. Mais on sent quand même, ça ne nous surprend pas, la passion pour ce que vous avez fait, pour vos responsabilités à la tête de la mairie du Mont d'Or. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez vous reposer, vous allez prendre du temps pour vous, ou vous allez quand même continuer à garder un œil sur ce qui se passe au Mont d'Or, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? Écoutez, je vais tout faire déjà pour éviter que ma santé décline, parce que j'ai encore envie de rester un peu là.
j'ai des projets de voyage, voilà. Parce que quand vous êtes en poste n'importe où, il faut revenir parce qu'il y a un congrès, il faut revenir parce qu'il y a un ministre qui débarque, il faut revenir, et Dieu sait qu'il y en a qui débarquent, il faut revenir parce qu'il y a toujours quelque chose. Le dernier voyage que j'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai passé un moment à Singapour, il a fallu que je revienne parce que M. Darmanin est arrivé pour inaugurer la gendarmerie que la ville avait payée. Donc, vous voyez, donc, il faut toujours revenir. Cette fois-ci, je peux partir et puis vous dire que je vais profiter un petit peu de... Mais je suis animé par la politique. Je resterai bien évidemment au rassemblement. Si je pense pouvoir apporter quelque chose, d'ailleurs, je pense qu'on attend plus de moi que je vais donner, mais j'ai envie de rentrer dans des associations, j'ai envie de m'impliquer dans l'environnement, enfin, etc., dans le jardin, dans les poules, tout ce que les gens aiment quand ils sont à la retraite. Mais moi, une retraite, j'ai un peu du mal là aujourd'hui à me positionner parce que je ne sais pas ce que c'est. J'ai un peu peur parce que voilà, c'est un nouveau défi. Et puis alléluia. Hein, voilà. En tout cas, vous reviendrez quand vous voudrez parler sur Radio Rythme Bleu. Merci, Édile Merci, Corieux, Elisabeth. d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.